Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo du cours de la comptabilité nationale. Cette capsule est réservée au deuxième chapitre qui met l'accent sur les agents, les opérations et les agrégats macroéconomiques. Nous commençons par la première section qui met l'accent sur les agents économiques. Généralement, nous pouvons distinguer entre deux critères pour classer les agents économiques. Le premier critère est fonctionnel. Donc sur la base de ce critère, on peut classer les agents selon la branche économique. On parle ici d'une branche marchande ou bien d'une branche non marchande. Le deuxième critère est institutionnel. La classification selon ce critère se fait par secteur institutionnel. On parle ici des ménages, des sociétés, quasi-sociétés non financières, des institutions ou bien des sociétés financières, des administrations publiques et le reste du monde. On peut ajouter également des institutions privées sans but lucratif. Il existe un troisième critère, un ancien troisième critère appelé le critère sociologique qui a été adopté par des anciens économiques comme Cuisenet, qui a distingué entre trois agents, comme nous avons déjà mentionné, l'agriculteur, l'artisan et le propriétaire. Ainsi, Marx a distingué entre deux classes, la bourgeoisie et prolétariat. Nous commençons donc par le critère fonctionnel. La comptabilité nationale marocaine définit la branche d'activité comme un regroupement d'établissements qui exercent exclusivement ou principalement un seul type d'activité économique en un lieu unique. Selon ce critère, les agents sont classés par leurs activités qui peuvent être les branches d'activité marchande et les branches d'activité non marchande. Pour les branches d'activité marchande, ces branches contiennent les établissements dont les ressources principales proviennent de la vente des biens et services sur le marché et à un prix qui couvre tous les coûts. Sur cette base, la comptabilité nationale marocaine établit une nomenclature ou bien une classification de 39 branches basées sur le produit et sur l'activité qui peuvent être présentées comme suit. Donc, nous avons l'agriculture, la sylviculture et la chasse, la pêche aquaculture, extraction d'huile et de lignite, de tourbe, extraction de minéraux, etc. jusqu'à l'éducation, santé et action sociale et autres services non financiers. Donc il existe 39 branches d'activité marchandes selon le système de la comptabilité nationale marocaine. Pour les administrations publiques, la mission principale des administrations publiques est de fournir des services à utilité publique d'une manière gratuite ou quasi gratuite. Et bien sûr, les ressources principales des administrations publiques sont constituées des impôts et des taxes. Même si ces services nécessitent la consommation des matières, ou bien sûr des consommations intermédiaires des matières et des matériaux, leur production reste non marchande car ils ne passent pas par le marché. Les administrations publiques se composent de l'administration centrale, comme les ministères, les caisses de sécurité sociale, les hauts commissariats, etc. Les administrations locales, comme les délégations, les préfectures, les communes, etc. Et les institutions privées sans but lucratif contrôlées ou financées par l'État. Pour les institutions privées sans but lucratif ou bien ce qu'on appelle les administrations privées, ces institutions fournissent des services gratuits ou quasi gratuits à leurs membres, mais aussi ils peuvent fournir ces services au public et ils doivent employer au moins 2 personnes à plein temps. Il est constitué des associations, des syndicats, des partis politiques, etc.
Pour les services domestiques, ce sont principalement des services fournis par un domestique, comme une bonne ou bien un jardinier à un ménage. La rémunération versée par ce ménage permet d'évaluer la production non marchande de ces services. Passons au deuxième critère, bien sûr, qui est le critère institutionnel. Donc, le système de la comptabilité nationale regroupe les unités économiques élémentaires par référence à l'homogénéité de leur fonction principale. La fonction économique principale similaire et même origine des ressources en secteur institutionnel. Le système de la comptabilité nationale propose 5 secteurs institutionnels résidents et le reste du monde qui est un secteur non résident, à savoir les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, bien ce qu'on appelle les institutions financières, les administrations publiques, les institutions privées sans but lucratif, comme les associations, les syndicats, etc. Et bien sûr le reste du monde. Donc commençons par les ménages. Ce secteur regroupe des unités dont la fonction économique principale est la consommation et éventuellement la production dans le cadre d'une entreprise individuelle. La consommation, bien sûr, ici, c'est une consommation finale qui sert à satisfaire les besoins. Le ménage peut être défini comme un individu ou un groupe d'individus qui vivent ensemble sous un même toit en mettant leurs ressources en commun. Ces ménages consomment grâce à la rémunération du travail, bien sûr par un salaire, ou bien une rémunération du capital, comme des dividendes, en contrepartie de la vente de leur force de travail aux entreprises ou de financement des investissements. Pour le secteur des sociétés non financières, ou bien les quasi-sociétés aussi. Ce secteur contient les unités dont la fonction principale est de produire des biens et services marchands, ces biens et services non financiers bien sûr. L'abstraction fait de leur forme juridique. Leurs ressources proviennent essentiellement de la vente de leur production. Ce secteur comprend des entreprises publiques, des quasi-sociétés publiques comme les offices, des sociétés privées et des institutions privées sans but lucratif au service des entreprises, comme la CGEM. Pour les sociétés ou les institutions financières, c'est l'ensemble des organisations productives qui ont pour fonction de produire des services financiers et d'assurance. Autrement dit, elles collectent des fonds, les dépôts, les primes, l'épargne, etc. et elles les versent, c'est-à-dire comme un crédit ou bien une indemnité. Il contient des institutions de crédit qui sont principalement la banque centrale, les banques commerciales, les sociétés de financement, etc. La mission principale des institutions de crédit, c'est la collecte des épargnes et elles versent des crédits. Bien sûr, elles reçoivent des intérêts sur les crédits qu'ils accordent et bien sûr, elles versent des intérêts aux agents qui font l'épargne. Pour les compagnies d'assurance, la mission principale des compagnies d'assurance, c'est la collecte des primes d'assurance et elles versent des indemnités en cas de dommages. Pour les administrations publiques, ce sont des unités dont la fonction principale est de produire des services non marchands, c'est-à-dire des services gratuits ou quasi gratuits. Ils redistribuent aussi les richesses grâce à leurs ressources qui proviennent des prélèvements obligatoires comme les impôts, les cotisations sociales obligatoires, les taxes, etc. Les impôts directs, bien sûr, et les impôts indirects. Pour les institutions privées sans but lucratif, les associations, les syndicats, les partis politiques, etc., ce sont des unités dont la fonction principale est de produire des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages et ou de produire sans but lucratif des services marchands aux ménages. Leurs ressources proviennent essentiellement des contributions des ménages et de la vente des services marchands. C'est le cas par exemple des associations culturelles et sportives, des fondations à caractère social, des syndicats de travailleurs, des partis politiques, etc.
Pour le reste du monde, ce secteur n'est pas un véritable secteur institutionnel, mais on s'intéresse seulement aux opérations avec le reste du monde. C'est un compte retraçant les relations économiques entre les unités résidentes et non résidentes. On parle ici de la balance des transactions commerciales. C'est la différence entre les exportations et les importations. Donc, le tableau suivant résume la fonction principale et les ressources principales des agents économiques. Donc, la fonction principale des ménages, c'est la consommation et la production de biens et services marchands lorsqu'il s'agit des entreprises individuelles. Les ressources principales des ménages sont la rémunération des facteurs de production, travail et capital, le transfert des autres secteurs institutionnels, la vente de la production lorsqu'on parle des entreprises individuelles. Pour la fonction principale des sociétés non financières, c'est la production des biens et services marchands. Bien sûr, ces biens et services n'est pas financier. La ressource principale, c'est la vente de la production. Pour les sociétés financières, sa fonction principale, c'est le financement et la gestion des moyens de financement. Il garantit aussi la couverture des risques. Les ressources principales des sociétés financières, ce sont des ressources provenant de l'intermédiation financière, les primes d'assurance, les cotisations, etc. Passons maintenant à la deuxième section, au cours de laquelle on va mettre l'accent sur les opérations et le circuit économique. Généralement, les opérations traduisent les mouvements d'objets économiques soit à l'intérieur du système de l'activité, soit entre les différents agents. Ces opérations portent sur des biens réels ou sur des objets financiers. La comptabilité nationale marocaine distingue trois types d'opérations. Les opérations sur les biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. Commençons par les opérations sur les biens et services. Ce sont les opérations par lesquelles sont assurées la création, la transformation, la circulation ou l'utilisation des biens et services. Ils sont liés par l'équation de l'équilibre général, qui est la suivante. La production plus les importations est égale à la consommation intermédiaire plus la consommation finale plus la formation brute du capital fixe plus la variation de stock plus les exportations. Pour la production, on peut définir la production comme la création des biens et services à partir des facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Et on peut distinguer entre la production marchande qui est destinée à être vendue sur un marché par un prix supérieur ou égal au coût du revient, la production non marchande qui est destinée aux consommateurs soit d'une manière gratuite ou quasi gratuite, c'est-à-dire à un prix inférieur au coût du revient, et la production pour compte propre, ce sont les biens et services créés par l'unité institutionnelle et qu'elle utilise soit pour la satisfaction des besoins, soit pour la consommation intermédiaire. On parle ici principalement, par exemple, comme les jardins ou bien comme les produits autoconsommés. Pour la consommation intermédiaire, il s'agit de l'ensemble des biens et services utilisés et qui ont disparu au cours du processus de production. On parle ici d'une consommation productive, c'est-à-dire une consommation qui sert à la production. Troisième opération sur les biens et services, c'est la consommation finale. Donc, ce sont les biens et services utilisés soit pour la satisfaction des besoins individuels, soit pour la satisfaction des besoins collectifs. Les besoins individuels, c'est pour les ménages, et les besoins collectifs, c'est pour l'État, ou bien les administrations publiques. Quatrième opération sur les biens et services, c'est la formation brute du capital fixe. On peut définir la formation brute du capital fixe comme la valeur des biens durables acquis par les unités productrices, c'est-à-dire les unités qui font la production, afin d'être utilisées pour une durée supérieure à une année pendant le processus de production. La cinquième opération, c'est la variation du stock.
Généralement, les stocks concernent principalement les biens détenus par les unités productrices à un moment donné. Bien sûr, sauf le capital fixe qui est durable. Euh, cette variation de stock est calculée par la différence entre les entrées et les sorties en stock. La dernière opération, bien les dernières opérations, ce sont celles avec le reste du monde. On parle des exportations, qui concernent tous les biens et les services qui sortent définitivement du territoire économique, et les importations, qui sont les biens et services qui rentrent définitivement sur le territoire économique. Deuxième catégorie d'opérations, ce sont des opérations de répartition. Généralement, sont celles par lesquelles la valeur ajoutée engendrée par la production est répartie entre le travail, le capital et les administrations publiques, et des opérations, bien sûr, qui impliquent la redistribution du revenu et du patrimoine, comme les impôts sur le revenu et le patrimoine et les autres transferts. La nomenclature ou bien la classification de ces opérations est comme suit. La rémunération des salariés, les impôts liés à la production et à l'importation, les subventions d'exploitation et d'importation, les revenus de la propriété, les transferts courants non contractuels. Pour la rémunération des salariés, elle comprend principalement les salaires et les traitements bruts, y compris les primes et des avantages en nature, comme le logement fonctionnel ou bien la voiture de service. Il comprend également les cotisations sociales effectives qui sont à la charge de l'employeur et les cotisations sociales fictives ou imputées qui sont à la charge de l'employé. Deuxième opération de répartition sont les impôts liés à la production et à l'importation. Il contient la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, les autres impôts liés à la production, comme les taxes sur les produits, la patente, etc., et les droits de douane. Troisième opération de répartition sont les subventions d'exploitation ou d'importation. Ce sont des transferts versés par les administrations publiques aux unités productrices afin de combler des insuffisances ou d'encourager certaines activités ou bien de promouvoir l'exportation. La quatrième opération de répartition sont les revenus de la propriété. On parle ici des intérêts, que ce soit sur les dépôts, bien sûr les crédits, les dividendes et les revenus distribués par les sociétés, les revenus de la terre et des actifs incorporels, etc. Dernière opération de répartition, ce sont les transferts courants non contractuels. On parle ici principalement de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés, les cotisations sociales, les prestations sociales, les transferts aux institutions privées sans but lucratif et les transferts en capital comme les subventions d'investissement. Troisième catégorie, ou bien la dernière catégorie d'opérations, ce sont les opérations financières. Ce sont des opérations qui concernent principalement la création, la collecte et la mise en œuvre des moyens de financement de l'économie. La classification de ces opérations tient compte de la fonction des instruments financiers qui sont au nombre de 4, les instruments de paiement, les instruments de placement, les instruments de financement et les réserves techniques et mathématiques. Donc nous commençons par les instruments de paiement. On distingue entre les paiements internationaux, qui ce sont des créances utilisables pour effectuer un règlement à l'extérieur du territoire national. Il s'agit principalement de l'or financier et les droits de tirage spéciaux. Donc l'or financier est détenu par la Banque centrale pour régler les transactions internationales. Les droits de tirage spéciaux retracent les créances et les dettes vis-à-vis du Fonds monétaire international. Pour les paiements nationaux, il s'agit de l'ensemble des moyens de paiement utilisés sur le territoire économique national. Donc c'est l'ensemble des moyens de paiement utilisés comme la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, la quasi-monnaie, les dépôts à terme, les dépôts à vue et les dépôts d'épargne. Pour les instruments de placement,
ce sont des créances qui s'offrent à un agent institutionnel ou bien à une unité institutionnelle désireuse de mettre en réserve la partie non dépensée de son revenu. On distingue les titres à court terme, il s'agit notamment des bons de caisse et des bons du trésor dont l'échéance est inférieure à une année. Les obligations et les bons à moyen et à long terme, ce sont des créances à intérêt fixe remboursables à l'échéance précisée lors du lancement. Ce sont des instruments de placement qui sont négociables. Et les actions et les parts du capital social, donc ce sont des créances qui donnent droit à une partie des bénéfices de la société et à une part du capital social en cas de liquidation de celle-ci. Ces titres, bien sûr, sont négociables et s'échangent sur le marché boursier si la société, bien sûr, est cotée en bourse. Pour les instruments de financement, ce sont des créances nées d'un accord entre un créancier et un débiteur. Elles sont classées en fonction de la durée. Pour cela, on peut distinguer entre les crédits à court terme et les crédits à moyen et à long terme. Donc les crédits à court terme servent à financer les insuffisances de liquidité. Par contre, les crédits à moyen et à long terme servent à financer les investissements. En ce qui concerne les réserves techniques et mathématiques, donc en contrepartie des primes qu'elles encaissent, les entreprises d'assurance effectuent des versements dont le montant est déterminé statistiquement ou d'une manière contractuelle. Pour cela, on distingue entre les réserves techniques qui concernent l'assurance dommage, donc ce sont des dépenses effectuées à l'occasion d'un sinistre ou bien d'un dommage qui sont encore dues. Pour les réserves mathématiques, ils concernent principalement l'assurance vie. Donc ces dépenses sont constituées par les rentes temporaires ou viagères versées à l'assuré. Passons maintenant à la troisième section de ce chapitre qui met l'accent sur les agrégats macroéconomiques. Ces agrégats sont principalement des indicateurs synthétiques de l'activité économique calculés à partir des comptes de la nation. Donc, elle permet de mesurer le résultat de l'activité de l'ensemble de l'économie. Elle constitue un ensemble d'informations cohérentes, harmonisées, utiles à la mise en place d'une politique économique et utiles également à la prise de décision, pour faire également des prévisions. Il permet également d'effectuer des comparaisons dans l'espace et dans le temps. Les principaux agrégats retenus sont le, le PIB, le produit intérieur brut, le revenu national brut, ou bien ce qu'on appelle le PNB, le produit national brut, le revenu national brut disponible, l'excédent brut d'exploitation, etc. Donc, dans ce cours, on va se limiter seulement sur le produit intérieur brut, le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Donc, nous commençons par le PIB, le produit intérieur brut. Donc, la valeur ajoutée est calculée normalement en retranchant de la valeur de la production le coût des consommations intermédiaires qui ont été utilisées dans l'acte de fabrication. Autrement dit, le produit intérieur brut est la différence entre la production et la consommation intermédiaire. La somme de ces valeurs ajoutées, augmentée du montant des droits et taxes à l'importation, fournit la valeur du produit intérieur brut, du PIB, au prix du marché. Donc on peut dire que le PIB est la somme des valeurs ajoutées créées par les agents économiques. Il existe trois optiques pour évaluer le produit intérieur brut. L'optique production, donc le PIB au prix de marché est la somme des valeurs ajoutées de toutes les unités productrices résidentes, donc tous les secteurs institutionnels ou bien toutes les branches d'activité, augmentée des impôts nets de subventions sur les produits. Donc la valeur ajoutée
par secteur d'activité ou par branche correspond à la différence, comme nous avons déjà mentionné, entre la production effective et le total des consommations intermédiaires du secteur d'activité. Donc on peut dire que le PIB est égal à la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées plus la TVA plus les droits de douane, selon l'optique production. Donc la deuxième optique, c'est l'optique dépense. Selon cette optique, le produit intérieur brut est la somme des emplois finaux, bien des emplois finaux de biens et de services. Donc c'est les dépenses de consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations, moins les importations. Pour la troisième optique, c'est l'optique revenu. Le PIB est la somme de l'ensemble de la rémunération des salariés, des autres impôts nets de subventions sur la production et sur les produits et de l'excédent brut d'exploitation, donc plus le revenu mixte brut. Donc généralement, le PIB, c'est la rémunération des salariés, plus les impôts liés à la production, plus l'excédent brut d'exploitation, plus le revenu mixte. Deuxième agrégat, c'est le revenu national brut ou bien le produit national brut. Donc il s'intéresse à la production des entreprises nationales marocaines, tant au Maroc qu'à l'étranger, et ne retient pas l'activité des entreprises étrangères qui s'installent au Maroc. Donc le PNB, c'est le PIB, plus le revenu du travail, de la propriété et de l'entreprise reçue du reste du monde, moins les revenus du travail, de la propriété et de l'entreprise versés au reste du monde. Autrement dit, le PNB, c'est la somme des valeurs ajoutées créées par les agents nationaux à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, le PNB, c'est le produit intérieur brut, plus le revenu des facteurs issus du reste du monde, moins les revenus des facteurs versés au reste du monde. Pour le troisième agrégat, c'est le revenu national brut disponible. Donc, il correspond à la somme des revenus disponibles bruts de tous les secteurs institutionnels. Elle est donc le revenu final brut perçu par les agents économiques et qu'elle affecte à leur consommation finale et à l'épargne brute. Donc, le revenu national brut est égal au produit national brut, plus les impôts sur le revenu et le patrimoine reçus du reste du monde, moins impôts sur le revenu et le patrimoine versés au reste du monde, plus les cotisations et prestations sociales reçues du reste du monde, moins cotisations et prestations sociales versées au reste du monde, plus autres transferts courants reçus du reste du monde, moins autres transferts courants versés au reste du monde. D'une manière globale, le revenu national brut disponible est égal au PIB plus les revenus nets reçus du reste du monde, plus ou moins. Ça dépend de la différence entre ce qui est reçu et ce qui est versé. Finalement, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.